La veille de Noël, je suis rentrée à la maison sans prévenir. J'ai trouvé ma fille grelottant dehors. Il faisait 0 degré Celsius, pas de couverture à l'intérieur. La famille de mon gendre riait et trinquait au champagne devant la cheminée. J'ai ouvert la porte en grand, ma fille dans les bras, et j'ai dit quelques mots. Je suis contente que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires où vous écoutez mon récit de vengeance. Je veux savoir où elle résonne. Je suis descendue du taxi. Mes lourdes bottes se sont enfoncées dans l'épaisse couche de neige devant la maison de ma fille à Vallecito. Le vent glacial me fouettait le visage comme s'il cherchait à m'arracher la peau, me forçant à remonter le col de mon manteau. Après tant d'années comme entraîneuse de taekwondo, je pensais être habituée à tous les défis, de la chaleur étouffante du dojo aux hivers les plus rigoureux. Mais le froid de cette veille de Noël m'a fait frissonner jusqu'aux os. Je me tenais là, devant la maison illuminée, avec un mélange d'excitation et de nervosité. Aujourd'hui, je voulais surprendre Elena. Je voulais voir le sourire radieux de ma petite fille à l'apparition de sa mère. Soudain, après tant de mois d'absence, quelque chose me frappa, le jardin était recouvert de neige sans une seule trace de pas, comme si personne ne se souciait de le nettoyer. Par la grande fenêtre, je pouvais voir la lumière chaude provenant du salon où une enceinte Bluetooth diffusait joyeusement de la musique de Noël. La chanson Feliz Navidad, celle qu'Elena adorait enfant, emplissait maintenant l'air. Je me suis penchée un peu plus près, essayant de regarder à l'intérieur. Une longue table recouverte d'une nappe rouge vif était dressée, débordant de plats traditionnels, une dinde dorée, des assiettes de tamal fumant, un bol de salade de pommes avec des raisins secs, et des verres de vin rouge qui brillaient sous les lumières. La famille Morale, la famille de Victor, mon gendre, était réunie au grand complet. J'ai reconnu Don Francisco, le père de Victor, assis avec un air autoritaire, Doña Clara, sa mère, un verre de vin à la main et un sourire au teint aux lèvres, et aussi la sœur de Victor, Isabella, avec ses 2 jeunes enfants qui riaient sans cesse. Ils levaient tous leurs verres, trinquant devant la cheminée allumée. Mais où était Elena? Je fronçais les sourcils, essayant de voir plus loin à l'intérieur, pensant qu'elle était peut-être assise dans un coin caché. Je l'avais imaginée souriante, bavardant joyeusement comme autrefois, lorsqu'elle se penchait à mon cou pour me raconter des histoires sans fin. Puis j'ai entendu un bruit, un son faible, à peine un gémissement venant du porche. Je me suis retournée et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Dans la pénombre, près d'un pot de poinsettia enneigé, Elena était recroquevillée sur une vieille chaise en bois. Elle ne portait qu'un chemisier fin. Ses épaules fragiles tremblaient incontrôlablement et ses cheveux en bataille collaient à son front, humide de la fonte des neiges. J'ai couru vers elle, le cœur battant la chamade. « Elena !» ai-je crié, la voix brisée par la panique. J'ai arraché ma veste et les couvertures d'urgence que je transportais toujours. Mes mains tremblantes ont touché son bras, il était glacé, comme s'il n'y avait plus de chaleur. Elena a relevé le visage, les yeux rougis, ses lèvres pâles murmurant à peine « Maman !» Sa voix était si faible qu'elle s'est presque dissipée, et elle s'est effondrée contre mon épaule. Je l'ai serrée fort dans mes bras, sentant son corps trembler comme un petit oiseau pris dans la tempête. « Me voici, mon amour. Me voici » ai-je murmuré en essayant de paraître calme, même si les larmes me piquaient déjà les yeux. J'ai sorti un pull de rechange de mon sac et je l'ai enroulé autour d'Elena, essayant de lui transmettre un peu de ma chaleur. Je l'ai soulevé tandis que ses pantoufles trempées tombaient dans la neige, laissant une empreinte de pas. Je l'ai serré contre moi, sentant son souffle léger dans mon cou. À cet instant, je n'avais qu'une envie, la sortir de là, loin du froid mordant, loin de tout ce qui l'avait mise dans cet état. Mais soudain, de l'intérieur de la maison, les rires continuaient, insouciants et cruels. J'entendis distinctement la voix de Victor, grave, pleine d'autosuffisance, se vantant de quelque chose. Toute la table éclata de rire et le tintement des verres résonna comme une musique lointaine et étrange. Ils étaient heureux, confortablement installés près de la cheminée,
tandis que ma fille, mon âme, tremblait dehors dans le froid comme si elle ne méritait pas d'entrer dans cette maison. Quelques heures plus tôt, j'étais à l'aéroport de Guadalajara, le dos encore couvert de sueur après une semaine entière d'entraînement avec l'équipe nationale de taekwondo. La chaleur du tatami semblait persister, même si j'étais maintenant dans la fraîcheur du hall de l'aéroport. Je tirais ma vieille valise, tellement excitée que je pouvais à peine tenir en place, imaginant le visage d'Elena s'illuminer en me voyant apparaître à l'improviste le soir de Noël. Mon cœur battait la chamade. Elle avait toujours été ma lumière depuis toute petite, s'accrochant à mes jambes pour que je lui raconte une histoire, jusqu'à ce qu'elle devienne une jeune femme douce dont le sourire dissipait la fatigue de mes journées les plus difficiles. Mais mon travail d'entraîneuse principale m'emmenait d'un endroit à l'autre de Mexico aux tournois internationaux, volant des moments précieux avec Elena. Chaque fois que je partais, je me répétais, encore un tournoi, et je serais avec elle. Et maintenant, elle était là, prête pour des retrouvailles de Noël qui, j'en étais sûre, la rendraient heureuse. Je me suis assise dans la salle d'attente du vol pour Vallecito, et j'ai sorti mon téléphone pour appeler Elena. Je voulais la prévenir, entendre sa voix et m'assurer qu'elle était bien rentrée. La sonnerie a retenti, faisant écho à ma nervosité. Personne n'a répondu. Je fronçais les sourcils, pensant qu'elle était peut-être occupée à préparer le dîner de Noël avec la famille Morale. J'ai rappelé encore une fois, puis encore, et c'était toujours pareil. Silence. Un malaise s'insinua dans ma poitrine comme une tache d'encre sur du papier. Je lui envoyai un texto, « Ma chérie, maman arrive ». Je fixais l'écran, espérant apercevoir le petit point bleu de lecture, mais rien n'apparut. J'essayais de chasser ce mauvais pressentiment, me persuadant qu'elle avait probablement oublié son téléphone quelque part ou qu'elle était distraite par la décoration du sapin comme chaque année. L'avion atterrit à Vallecito à la tombée de la nuit. Je sortis ma valise de l'aéroport et le froid de la nuit d'hiver me transperça aussitôt la peau. Les familles s'embrassaient, riaient et se préparaient pour la messe de minuit. Un père portait sa petite fille sur ses épaules. La fillette tenait une sucette en forme de canne à sucre et riait joyeusement. Je les regardais et un nœud s'est serré dans ma poitrine. J'avais aussi porté Elena ainsi. Je l'avais aussi conduite par la main dans les rues illuminées de Noël. Mais maintenant, j'étais seule, une lourde valise à la main, quittant l'aéroport avec une solitude indescriptible. J'ai hélé un taxi et d'une voix rauque d'épuisement, j'ai dit « Emmenez-moi à Colina, 12e rue ». En chemin, la circulation était embouteillée. Les rues étaient bondées de gens emmitouflés dans des vestes et des foulards se rendant à l'église pour la messe. J'étais dans le taxi, regardant par la fenêtre les lumières chaudes émanant des maisons de chaque côté. Les cloches de l'église sonnaient au loin, se mêlant à une chorale chantant Douce nuit quelque part. J'ai souri, imaginant Elena occupée dans la cuisine à préparer les tamales que je lui avais appris à faire. Lorsque la voiture s'est arrêtée à une intersection, j'ai regardé dehors et j'ai soudain aperçu un groupe de policiers qui régulaient la circulation. J'ai reconnu Miguel, mon ancien élève du temps où j'enseignais le taekwondo à l'école de sport locale. Il était grand, avec une allure ferme dans son uniforme de policier, mais il avait toujours le même sourire bienveillant. J'ai baissé la vitre et crié « Miguel !» Il s'est retourné et ses yeux se sont illuminés. Miguel a couru vers moi, son souffle se transformant en vapeur blanche dans l'air froid. « Madame Sofia est de retour !» s'est-il exclamé en ajustant sa casquette de policier. J'ai souri, essayant de dissimuler ma fatigue. Oui, je viens de terminer ma formation à Guadalajara. Travailles-tu toujours à Vallecito? Comment vas-tu? Miguel a hoché la tête avec un sourire radieux. Je suis toujours agent de la circulation. Vous êtes venu passer Noël avec votre famille. Oui, je vais surprendre Elena, ai-je répondu, et mon cœur s'est réchauffé à l'évocation de ma fille. Mais à cet instant, le visage de Miguel s'est figé. Son sourire s'est estompé. Une lueur de doute a traversé son regard, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'osait pas.
Un mauvais pressentiment s'est enflammé en moi comme une flamme qui commençait à se propager. Qu'est-ce qui ne va pas, Miguel? Il y a un problème? Ai-je demandé à voix basse. Il a secoué la tête et forcé un sourire. Non, ce n'est rien, madame, je suis juste content de vous revoir. Mais son regard était inquiet. J'aurais voulu lui en demander davantage, mais le feu est passé au vert. Le conducteur a accéléré et la voiture a démarré, laissant Miguel me fixer depuis la rue, la main agrippée au bord de sa casquette. Alors que nous approchions de la maison d'Elena et de son mari, j'ai demandé au conducteur de s'arrêter à une certaine distance du portail. Je voulais les surprendre, voir le visage d'Elena lorsqu'elle me trouverait devant la porte. J'ai pris ma valise et j'ai marché sur le chemin enneigé. Mes chaussures ont laissé de profondes empreintes dans la neige fraîche. La lumière jaune des maisons environnantes m'illuminait comme des bougies allumées. Au loin, j'ai entendu le son d'une guitare et des chants provenant du salon d'Elena. J'ai souri, imaginant ma fille chantant comme elle le faisait enfant, lorsqu'elle se tenait à côté de moi et chantait El Pescador de sa voix claire. J'ai laissé ma valise sur le pas de la porte. J'ai pris une grande inspiration et me suis préparé à frapper. Mais un éclat de rire moqueur est venu de la maison, aussi tranchant qu'un couteau qui fend l'air. Je me suis figé, la main levée. J'ai reconnu la voix grave et rauque de Don Francisco, le père de Victor. C'est comme ça qu'on appelle une belle fille, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. 4 fausses couches. Ne lui ont-ils pas déjà fait assez honte? Son rire était lourd, plein de mépris. Puis la voix de Victor s'est élevée, froide et cruelle. Elle feint toujours la dépression. Elle s'enferme dans sa chambre à ne rien faire. Sans mes parents, je l'aurais mise à la porte depuis longtemps. Un autre rire a éclaté, suivi d'un tintement de verre à vin. J'ai entendu Isabella, la sœur de Victor, parler d'un ton venimeux, oui, totalement inutile. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. À quoi sert-elle? Elle fait semblant d'être malade juste pour être choyée. Quel ridicule! Chaque mot était comme un couteau en plein cœur. Je restais là, paralysé, le souffle coupé. Voilà comment il traitait mon Elena, ma fille, celle qui rêvait d'une famille heureuse, celle qui préparait chaque repas avec tant d'attention pour son mari. Et maintenant, il l'humiliait ainsi. 4 fausses couches, et à chaque fois, elle avait pleuré à chaudes larmes pendant nos appels. Et maintenant, il disait qu'elle faisait semblant. Je serrais les poings, sentant mes ongles s'enfoncer dans ma paume. Et c'est alors que je vis Elena, recroquevillée sur une chaise en bois sur le porche, vêtue seulement d'un chemisier fin, la tête baissée, tout son corps tremblant dans le froid glacial. Mes yeux se troublèrent, mon cœur s'arrêta. Je portais Elena dans mes bras. Son corps tremblait encore, gelé comme un bloc de glace. Mes mains tremblaient aussi, non seulement à cause du froid qui me pénétrait jusqu'aux os dans la nuit enneigée de Vallecito, mais aussi à cause de la fureur qui me brûlait la poitrine. À chaque pas que je faisais vers la porte de la maison morale, je sentais comme si je portais 1000 kilos, mais je ne m'arrêtais pas. J'ai frappé fort à la porte en bois. Les coups étaient fermes, couvrant la musique de Noël qui résonnait à l'intérieur. Jingle Bell jouait en boucle comme une parodie de la scène douloureuse dont je venais d'être témoin. Personne ne vint ouvrir. Je serrais les dents et frappais plus fort, comme si je voulais défoncer la porte d'un seul coup. Finalement, la porte s'ouvrit. Doña Clara se tenait là, un verre de vin rouge dansant à la main. Ses lèvres étaient d'un rouge profond et brillant à la lumière. Une odeur d'alcool émanait d'elle, mais son visage affichait un sourire qui se voulait cordial. « Ah, Doña Sofia, quelle surprise de vous voir ici tout à coup, dit-elle d'une voix douce mais fausse, comme si j'étais un invité indésirable. Pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus pour que nous puissions vous recevoir comme il se doit ?» Je la regardais droit dans les yeux, sans chercher à dissimuler ma colère. Prévenu avant. Je grondais chaque mot comme un sifflement entre mes dents. Si je vous avais prévenu, comment aurais-je vu ça? Qu'avez-vous fait à ma fille? Je serrais Elena plus fort dans mes bras,
sentant sa respiration faible contre mon épaule. Chaque souffle qu'elle exhalait me rappelait que je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Clara haussa un sourcil, regardant Elena dans mes bras. Elle grimaça comme si elle voyait quelque chose de perturbant. Elena voulait juste sortir prendre l'air, répondit-elle d'un ton doux mais méprisant. Ne faites pas d'histoire. Aujourd'hui, c'est Noël. Entrez, ne restez pas dehors dans le froid. Ces mots furent comme une gifle. Prendre l'air? Alors que ma fille était presque gelée dehors, vêtue d'un simple chemisier fin? Avant que je puisse répondre, Victor apparut derrière sa mère. Sa chemise était déboutonnée de plusieurs boutons, affichant un air de désintérêt intentionnel. Il tenait une bouteille de vin et me lança un regard de défi. « Maman, ferme la porte, dit-il avec arrogance en levant le menton. Laisse-la dehors pour qu'elle se rafraîchisse. Qui vient au dîner de Noël en faisant semblant d'être fragile, juste pour éviter d'aider. » Il laissa échapper un rire moqueur, comme s'il avait dit quelque chose de brillant. Ces mots furent un nouveau coup de poignard, non seulement dans mon cœur, mais directement dans Elena. Je sentis son corps se contracter un peu plus dans mes bras, comme si elle voulait disparaître. La voix d'Isabella était acide et venimeuse depuis la table. Ça, une femme qui n'a même pas pu accoucher? Très bien. Quel courage peut-elle avoir en nous voyant? Son rire était tranchant comme un rasoir, se mêlant au murmure des autres autour de la table. J'entendis les deux fils d'Isabella, les cousins d'Elena, sortir en courant sur le porche. Curieux, ils regardèrent Elena dans mes bras, puis éclatèrent de rire en chuchotant entre eux. Tante Elena est punie. Leur voix enfantine était innocente, mais ces mots brûlaient comme du sel sur une plaie béante. Le sang me monta au visage. Je frappai violemment la porte de l'épaule, puis je la frappai d'un coup de pied. La porte s'ouvrit brusquement, s'écrasa contre le mur, et le fracas réduisit la pièce au silence. Le vin dans le verre de Clara tourbillonna et se répandit, laissant des taches rouges sur la moquette luxueuse. La musique de Noël s'arrêta brusquement, comme si on avait éteint les enceintes. L'air de la pièce devint lourd, étouffant, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. J'entrai au milieu du salon, toujours Elena dans les bras. Chacun de mes pas laissait une traînée de neige fondue sur le parquet, comme les traces d'une rage impossible à effacer. Tous les regards étaient braqués sur moi, dont Francisco au visage froid, Clara avec son sourire forcé, Isabella au regard rempli de mépris, et le reste de la famille, mêlant surprise et agacement. Je sentais l'hostilité dans chaque regard, mais je m'en fichais. Avec précaution, j'ai installé Elena sur le canapé et j'ai placé mon écharpe autour de ses épaules. Ses mains étaient encore gelées, tremblantes comme si le froid de la neige l'enveloppait encore. Je me suis agenouillée, la regardant dans les yeux, essayant de lui donner un peu de force, même si en moi, seule une tempête de colère et de douleur planait. Le salon des morales était encore éclairé. La cheminée crépitait, mais l'atmosphère était pesante, comme si tout le monde attendait une explosion. Victor se pencha plus près, le visage rouge d'alcool, les yeux brillants d'arrogance. Il baissa la voix froidement, mais sans perdre l'arrogance de celui qui se croit maître de tout. « Tu n'as pas le droit de faire une scène chez moi », insista-t-il sur le mot « chez moi », comme pour me rappeler que j'étais une étrangère qui n'avait rien à faire ici. Il se leva, une main sur la hanche, sa chemise entr'ouverte dans un geste de mépris. Mais je vis une lueur d'insécurité dans son regard. Il savait que je n'étais pas quelqu'un de facile à intimider. Brusquement, je le désignai du doigt et ma voix trembla de fureur. « Je n'ai pas le droit? Et toi, tu as le droit de jeter ma fille dans le froid, de la laisser mourir de froid. » Je sentis le sang bouillir dans ma tête. « Tu appelles ça un mari? Tu appelles ça une famille? » J'ai regardé la table du banquet, ses assiettes encore fumantes, ses verres à vin scintillants, comme pour se moquer des souffrances d'Elena. Don Francisco s'est lentement levé du bout de la table, a ajusté sa veste, et sa voix grave a résonné avec autorité. « Assez, Doña Sofia. C'est une affaire de famille.
Une femme qui n'a pas pu avoir d'enfant doit apprendre à endurer. C'est la tradition. Ces mots ont frappé comme un coup de massue glacé et cruel. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu l'arrogance d'un homme qui avait été juge, habitué à tout contrôler. Mais ce jour-là, il avait mal choisi son adversaire. J'ai dirigé mon regard vers la table où la dinde exhalait encore son arôme, où les tamales étaient parfaitement disposés, où le vin pétillait à la lumière. Puis j'ai regardé Helena, toujours tremblante sur le canapé, son estomac gargouillant faiblement comme une accusation silencieuse. Je ne pouvais plus me contenir. Ma voix a explosé, forte et aiguë. C'est ainsi qu'on festoie pendant que ma fille était dehors par 0 degré, sans manteau, sans une bouchée? On appelle ça une tradition? On appelle ça de l'humanité? Clara haussa les épaules avec un sourire froid, comme si j'exagérais. Un détail. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, même si elle mange, ne fait que gaspiller, dit-elle d'une voix douce mais méprisante. Elle leva son verre de vin et but une gorgée, comme pour montrer qu'elle se fichait complètement de mes sentiments ou de... Isabella intervint également depuis la table d'un ton amer, comme pour remuer le couteau dans la plaie. Sa fille utilise toujours la dépression comme excuse pour éviter de travailler. De toute l'année, a-t-elle jamais préparé un bon repas pour la famille? Tout ce qu'elle sait faire, c'est rester au lit, se plaindre et embêter tout le monde. Elle secoua la tête d'un air moqueur, comme si Helena était un fardeau pour toute la famille morale. Les murmures des proches autour de la table redoublèrent. Certains secouaient la tête, d'autres riaient d'un air hautain, comme s'ils soutenaient ces paroles venimeuses. J'écoutais chaque bruit, chaque regard en coin, et chacun me transperçait la poitrine comme un nouveau coup de poignard. J'avais envie de renverser toute cette table luxueuse pour réclamer justice pour ma fille. Mais soudain, une voix faible s'éleva du canapé. Helena, ma petite fille, s'était redressée. Elle essayait de se lever, les mains tremblantes, agrippant le bord du canapé. Sa voix se brisa au bord de l'évanouissement. Je suis si fatiguée, personne ne me comprend. Mais ses paroles furent aussitôt étouffées par le cri de Victor. Assez. Tais-toi, tu m'as fait honte. Assez. Il s'avança vers Helena, le regard glacial, comme pour tenter de briser le peu de force qui lui restait. Je vis les épaules d'Helena s'effondrer. Ses yeux rouges se remplirent de larmes, et je sentis mon cœur se serrer. Je fis un pas en avant, me tenant devant elle, prête à tout pour la protéger. Les souvenirs d'Helena ont envahi mon esprit comme une avalanche. Je me suis souvenu de ces jours où elle m'appelait, pleurant inconsolablement au téléphone. Chaque fois qu'elle perdait un enfant, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. À chaque fausse couche, je sentais son âme se briser en 1000 morceaux. C'était une fille adorable qui rêvait d'un foyer chaleureux, de repas en famille avec son mari et ses enfants. Mais la douleur, à maintes reprises, l'avait poussée dans les profondeurs de la dépression. J'avais essayé d'être à ses côtés, même par des appels longue distance, mais je n'aurais jamais imaginé que la famille morale, en qui j'avais confiance, traiterait ma fille ainsi. Victor, mon gendre que j'avais autrefois considéré comme un homme bien, se montrait maintenant sous son vrai jour. Un bourreau invisible qui chassait ma fille dans le froid, la traitant comme une ordure. J'étais sur le point de devenir folle de rage. Par la fenêtre, j'ai aperçu Miguel debout, silencieux sur la terrasse. Peut-être revenait-il d'une patrouille dans le quartier, et son regard durci, son poing fermé, prouvait qu'il avait entendu et était témoin de toute cette cruauté. Je lui adressai un léger signe de tête, lui signalant de ne pas intervenir à ce moment-là, mais intérieurement, sa présence était une lueur d'espoir. Je savais que je n'étais pas seule. J'avais un témoin, quelqu'un qui connaissait la vérité. Victor s'approcha d'un pas, leva la main et me désigna directement, ne masquant plus sa politesse. « Je te préviens, c'est chez moi. N'interviens pas si tu ne veux pas que les choses empirent. » Il grimaça, convaincu que je me plierais à la volonté de la famille morale. Mais il avait tort. Je serrai les poings, écoutant mes articulations craquer,
sentant toute la fureur refoulée de ma vie exploser à cet instant. L'air dans la pièce était si dense qu'il me semblait qu'une étincelle suffirait à tout faire exploser. Je regardais Victor droit dans les yeux. Ma voix baissa, mais chaque mot était tranchant comme un couteau. Crois-tu pouvoir me menacer? Crois-tu pouvoir continuer à faire du mal à ma fille sans en payer le prix? C'est fini, Victor. Je ne vais pas laisser passer ça. Je me tournai vers toute la famille morale, de don Francisco au visage froid à Clara au sourire à peine visible, puis Isabella avec ce regard méprisant. Vous tous, dis-je, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse, vous allez payer pour ce que vous avez fait à Helena. Le salon moral sombra dans un silence terrifiant, comme si l'air s'était échappé et qu'il ne restait qu'une tension épaisse, prête à exploser à tout moment. Je posai ma main sur l'épaule d'Helena, sentis ses épaules fragiles sous le foulard, et ma voix s'éleva fermement sans la moindre hésitation. Ce n'est plus une affaire privée, c'est de la violence conjugale. Ma voix tomba comme une pierre dans un lac immobile, secouant tout le monde dans la pièce. Clara, toujours son verre à la main, laissa échapper un rire moqueur, secouant le verre comme si elle appréciait une blague. Violence? Dit-elle d'un ton sarcastique, le regard rempli d'arrogance. On ne fait que l'éduquer, Sophia. Une épouse doit savoir rester à sa place. Tu devrais nous remercier de l'avoir supporté si longtemps. Victor fit un pas en avant. Ses yeux étaient rouges d'alcool et de rage. Il cracha les mots avec amertume, comme s'il mâchait avant de les lâcher. Elle feint la dépression. Elle feint la douleur pour éviter de faire quoi que ce soit. Personne ne la frappe. On en a juste assez de son inutilité. Il s'arrêta, me regarda fixement et esquissa un sourire en coin. Rappelle-toi, Sophia. Personne ne perd une grossesse 4 fois de suite. C'était peut-être volontaire. Ces mots étaient comme une lame tranchante. Ils me transpercèrent le cœur. Ils rouvrirent aussi les blessures qu'Helena ne parviendrait jamais à guérir. J'entendis sa respiration saccadée comme si elle avait été frappée à la poitrine. 4 fausses couches. Elle m'avait appelé 4 fois, la voix brisée en pleurs, me disant qu'elle avait perdu ses enfants qu'elle n'avait jamais pu tenir dans ses bras. À chaque fois, je ne pouvais que m'agripper au téléphone, impuissante, à distance, essayant de la consoler avec des mots creux. Et maintenant, Victor osait se mettre devant moi et dire qu'elle l'avait fait exprès? Je serrai le poing. Je sentis mes ongles s'enfoncer dans ma paume et le sang me montait au visage. J'avais dépassé les bornes, incapable de supporter plus longtemps. Je sortis mon téléphone de la poche de mon manteau. Ma main tremblait, mais je composai rapidement le numéro du commissariat le plus proche. J'appelle la police, dis-je d'une voix glaciale, même si intérieurement j'étais un ouragan. La plainte sera déposée. Vous paierez devant la justice. J'insistais sur chaque mot comme pour l'enregistrer dans l'air afin que tout le monde sache que je ne jouais pas. Victor se figea. La bouteille de vin lui tomba des mains avec fracas sur le parquet. Le vin rouge tacha la moquette coûteuse. Il me regarda avec une lueur de panique dans les yeux, tout en essayant de retrouver son air supérieur. « Oseras-tu » cria-t-il, mais sa voix tremblait déjà, comme s'il ne s'attendait pas à ce que j'aille si loin. Don Francisco, qui m'observait d'un air froid, fit un pas en avant, redressa sa cravate, et sa voix grave retentit avec autorité. « Tu n'as aucune idée de qui tu défies, Sophia. J'ai passé ma vie assis sur le siège du juge. J'ai vu les choses les plus horribles au monde. Crois-tu qu'un appel de toi va nous faire trembler ?» Il me fixa d'un regard acéré comme un couteau, comme pour me rappeler que la famille morale n'était pas facile à maîtriser. Mais je ne cédais pas. J'avais vu ma fille trembler de froid, et rien, pas même la puissance de Don Francisco, ne m'arrêterait. Isabella, assise à la table, croisa les bras et esquissa un sourire moqueur. « Appelez si vous voulez, Doña Sofia, dit-elle d'un ton provocateur. Voyons voir qui l'on croit le plus, une vieille femme exaltée ou une famille respectée comme la nôtre. Pense-t-elle que la police la soutiendra ?» Elle eut un rire venimeux.
persuadée que j'allais échouer. Elena, toujours assise sur le canapé, tira sur ma manche. Sa voix tremblait comme un murmure. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je veux juste la paix. » Ses yeux rouges, emplis de peur, semblaient dire qu'elle craignait que tout empire. Je la regardais, le cœur serré. Je savais qu'elle avait peur, peur de la vengeance des morales, peur des humiliations qui continueraient de pleuvoir sur elle. Mais je savais aussi que si j'arrêtais maintenant, Elena resterait prisonnière de cette douleur à jamais. Je lui serrai la main fort, essayant de lui transmettre un peu de courage. « Tu n'as pas à avoir peur. Je te le promets. » Je la pris dans mes bras, et la neige sur ses vêtements tomba sur le tapis comme les débris d'un rêve brisé. Les regards méprisants de la famille morale et les menaces qu'ils lançaient m'importaient peu. Je savais seulement qu'il fallait la sortir de cet endroit, de cette cage de cruauté dans laquelle elle était enfermée depuis trop longtemps. En me tournant vers la porte, j'aperçus Miguel sur le porche à travers la vitre embuée. Sa main était sur sa radio, ses yeux flamboyaient comme un feu caché, prêt à agir à tout moment. Je lui adressai un léger signe de tête, suffisant pour qu'il comprenne que j'étais prête au combat. Miguel répondit d'un hochement de tête ferme, la main toujours serrée sur la radio, comme pour me promettre d'être à mes côtés. Je partis sans me retourner. Derrière moi, j'entendis Clara crier à la servante de nettoyer le vin renversé sur le tapis. J'entendis Victor frapper la table du poing en murmurant un juron. Et puis la voix grave mais furieuse de Don Francisco résonna tandis qu'il appelait quelqu'un. Tous ces bruits étaient comme des flèches dans mon dos, mais je n'y prêtais plus attention. L'endroit n'avait rien de luxueux, juste un salon avec un vieux canapé, une kitchenette rudimentaire dans un coin, et quelques photos de famille accrochées au mur. Mais pour moi, c'était un endroit sûr où je pouvais protéger ma petite fille des insultes et du froid cruel de la famille morale. Si vous avez aimé mon histoire, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un commentaire pour me dire où vous m'écoutez. La suite de cette histoire est déjà disponible, où vous découvrirez comment j'ai combattu pour la justice et aidé Elena à retrouver sa dignité face à cette famille cruelle. Cette histoire est fictive, mais elle est inspirée de faits réels. Les noms et les lieux ont été modifiés pour protéger l'identité des personnes concernées. À ma place, qu'auriez-vous fait? Choisiriez-vous de garder le silence pour préserver la paix, ou oseriez-vous affronter la situation pour retrouver votre voix? Partagez votre avis dans les commentaires.